Bon, bonjour à tous, bonjour à ceux que je connais. J'ai vu Corinne, j'ai vu Guillaume, donc voilà, enchanté d'être parmi vous ce matin. Donc j'ai répondu favorablement à la demande de Stéphanie pour animer cette petite heure entre nous. On va essayer de tenir 40-45 minutes pour peut-être laisser un maximum de questions ou d'interactions, parce que c'est toujours intéressant de partager une thématique comme ça, qui n'est pas exclusive. Il n'y a pas de vérité absolue dans ce qu'on présente. C'est une orientation, ce sont des résultats de travaux de recherche, ce sont également des éléments qu'on teste au quotidien. Mais ce qui est intéressant, et vous allez voir directement dans l'introduction, c'est que quand on est dans une révolution industrielle, puisqu'on vit une révolution industrielle en ce moment, c'est assez intéressant. Et alors encore plus, doublé d'une crise sanitaire qui va générer une crise économique, c'est assez intéressant justement de voir les orientations qu'on peut prendre, les échanges qu'on peut avoir. Et c'est plutôt dans ce partage que moi, j'ai un intérêt à échanger avec vous aujourd'hui. Donc, Nicolas Declercq, j'ai 15 ans d'expérience en direction marketing, industrie. Je dirige une société de 25 personnes qui s'appelle Namkin, donc qui est spécialisée en marketing industriel. Je suis intervenant Stratexio et Formatex depuis 3 ans de mémoire. Oui, depuis assez tôt. Enfin, oui, c'est ça. Et donc, l'idée, vraiment, c'est d'être une sorte de laboratoire d'idées dans cette entreprise où on essaye de greffer toutes les compétences pour justement faire sortir toute la logique métier qui peut exister dans le marketing industriel, parce qu'on ne fait pas du marketing dans l'industrie comme on fait du marketing pour un consommateur, même s'il y a beaucoup de tendances qui se rejoignent, même s'il y a beaucoup de campagnes aussi pour faire croire que c'est exactement pareil. C'est intéressant d'avoir une vraie logique de recherche par rapport à ça. Alors, le sommaire de l'intervention. Donc, on va évidemment focuser beaucoup sur le B2B et l'industrie. L'idée, c'est de repartir sur les éléments de révolution industrielle. Alors, on en entend beaucoup parler. Vous verrez que le focus, il est très orienté humain, sciences économiques et sociales. Ensuite, le focus sur la relation client-fournisseur, c'est celle qui nous intéresse tous quand on fait du business, quand on fait du transfert de valeur, qu'on vend un bien à l'export, à l'international, mais aussi en local, c'est pas très grave. Quelque part, on gère une relation client-fournisseur. Alors, il faut avoir une vision de l'évolution de cette tendance, les mutations des métiers qui accompagnent cette transformation de la relation client-fournisseur, et notamment une des briques qui est fondamentale, qu'on appelle l'expérience client. Alors, je ne vais pas vous faire un historique. Il y a beaucoup de gens, d'éminents experts autour de cette table virtuelle. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir quand même qu'au cours des siècles, ces révolutions industrielles sont des phénomènes qui ont duré beaucoup de temps, qui sont liés souvent à une technologie et de rupture, donc souvent sur l'énergie, que ce soit la machine à vapeur, que ce soit l'électricité, que ce soit le moteur à explosion, que ce soit le nucléaire dans les années 70. Ce qu'on se rend compte surtout, et là où je veux en venir, je vous laisse découvrir les slides tranquillement, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le programme Industrie 4.0, c'est la première qui n'est pas aussi éloignée de ses précédentes, c'est-à-dire qu'elle est très liée à l'accélération qui est due à la troisième révolution industrielle. L'autre facteur fondamental, on croit beaucoup que c'est le web qui a déclenché ça. En fait, ce n'est pas du tout le web qui déclenche la quatrième révolution industrielle, c'est les possibilités de connectivité et d'interconnexion entre tous les systèmes. Et ça, c'est la première fois que ce n'est pas l'énergie qui vient alimenter une révolution industrielle. Alors, du coup, il y a des éminents spécialistes qui vont vous dire que c'en est une ou c'en est pas une. Bon, ça, moi, à la rigueur, ce n'est pas très grave. Ce qu'on voit, ce qui est quand même fondamental, c'est qu'il y a une grosse transformation des systèmes dans les entreprises. Qui va transformer les organisations. Alors moi, nous, dans ma société, on est référent Industrie 4.0 pour la région Grand Est, donc offreur de solutions. Ça veut dire que quelque part, on est au cœur de cette transformation. Il y a 6-7 ans, si vous reprenez les besoins qui sont partis de ce programme qui s'appelait Usine du futur à l'époque, c'est il n'y a pas si longtemps, en 2014, un rapport de la DGE qui parlait de ça. Ce rapport de la DGE est pour la modernisation de l'outil. Et puis finalement, de cette logique très interne ou très arrêt métier, je dirais, entre eux, on s'est retrouvé avec des services nouveaux qui pouvaient être agrégés aux clients. Donc du coup, 2-3 ans après, on s'est dit, mais attends, c'est les technologies là qu'on essaye de mettre en place, elles sont intéressantes, mais quelque part, on peut sortir quelque chose pour le client. On ne va pas faire que de la productivité ou que de la flexibilité. Et donc, il y a de nouveaux services qui sont mis en place avec des briques technologiques qui sont venues, qui se sont greffées. Et puis surtout, ça a modifié le rapport qu'on peut avoir avec le client.
Et puis là, dernièrement, dans on va dire les derniers mois, juste avant la crise sanitaire, 2019, là, était beaucoup sur la thématique, mais le management du changement, l'humain au milieu de cette transformation. Comment on fait? Les gens ne sont pas formés, on ne pilote plus une usine comme on le faisait avant, un poste de production, on n'a plus sa relation client comme on faisait avant. Donc nous, on va essayer de le recentrer sur la logique métier, qui est sur ce transfert de valeur entre un client et entre un fournisseur et un client, pour essayer de voir aussi quels sont les impacts sur ce besoin. Et c'est là où la logique d'ultra-connectivité, finalement l'ultra numérique, crée cette notion d'export de facto, cette notion de pouvoir connecter n'importe qui dans le monde entier, un client, un fournisseur, quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc, on est vraiment dans les fondements sociétaux. Hein. Les révolutions industrielles changent complètement la société et les impacts des révolutions industrielles précédentes existent encore aujourd'hui sur nos moyens de transport, sur nos moyens de communiquer, etc. Donc, ça fait évoluer les organisations et les métiers. Donc, ce qu'on s'est amusé à faire avec un labo de recherche chez Namkin et dans notre expertise, c'est beaucoup de réfléchir sur la relation client-fournisseur. Alors, j'ai essayé de vous présenter, je ne sais pas si vous voyez ma souris ou je dois avoir un pointeur, non, Dorian, quelque part? Je crois que j'ai un Ouais, pointeur. on voit ta souris, on voit ton pointeur. Vous voyez ma souris, ok. Très bien. Donc, en fait, on a matérialisé ce qu'est un client avec une attente. Hein. Un client, il a toujours une attente quand il achète un produit, il a un besoin qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Donc, peu importe. Là, ce n'est pas forcément l'objet du sujet, mais voilà, il a une attente, il a un besoin, il va rechercher des fournisseurs. Le fournisseur, il va développer une relation avec ses cibles potentielles. Donc, on a ces deux flèches là qui, vous allez voir, vont former une frise pour essayer de piloter et montrer cette relation. J'ai matérialisé une ligne de frontière entre l'interne et l'externe, hein, l'interne du fournisseur et puis finalement l'externe. Hein. Quand on parle de marketing, on parle d'analyse interne, d'analyse externe. Voilà, on est pile là-dedans. Mon marché, c'est quoi? Mes clients, c'est quoi? On a notre binôme marketing-vente qui est au milieu. Pourquoi il est au milieu? Parce que c'est lui qui s'occupe en général du transfert et de la passation entre un fournisseur et un client. Puis derrière ça, vous avez des outils, technologies et une structure organisationnelle pour répondre aux besoins des clients. Alors, on a fait un petit travail pour essayer de modéliser, sans vouloir trop caricaturer, mais forcément, on ne l'a pas fait filière par filière. Il peut y avoir des variantes, mais vous allez voir qu'il y a des modèles. Alors, années 80, années 90, ça peut se discuter. Le premier modèle, c'est un modèle où le client veut un produit. C'est parfaitement le produit qu'il souhaite mettre en place, le niveau de finition, les matériaux, les encombrements, les tolérances. Il connaît parfaitement son produit. C'est vraiment le principe un peu sous-traitance automobile où vous vous retrouvez avec un client qui est très donneur d'ordre, avec un cahier des charges qui est hyper précis. Et finalement, en tant que fournisseur, vous êtes un exécutant. On était beaucoup sur des logiques de prix, beaucoup sur des logiques de relations commerciales. On est à l'époque encore, moi je l'ai connu des vendeurs de cette époque-là ou des organisations, même si je suis arrivé après, le fax, le téléphone, les agences de proximité, les assistantes, le commercial et la rockstar. Clairement, c'est lui qui gère la relation client. Toute la data client passe par lui et forcément, on se retrouve dans une structure qui est très pyramidale avec quelque chose de très descendant où la donnée client, l'expertise et la porte d'entrée est complètement portée par le vendeur. Et je dirais que toute l'organisation tourne presque autour de ça ou la capacité à répondre à ce vendeur. Le marketing, c'est un métier qui n'était pas très mûr en France, même si on voyait les prémices de ça, qui était beaucoup plus sur un support de vente, beaucoup plus sur une expertise produit. Donc, il y avait les assistantes commerciales de proximité et puis il y avait un complément sur une expertise produit. Donc, souvent, on mettait des gens qui avaient des profils plutôt techniques à ce moment-là. Mais bon, c'est un métier qui n'est pas mûr et donc, on est plus dans une logique de relais interne. La décennie suivante, elle est impactée par les changements au niveau de la mobilité. Alors, c'est vraiment un changement assez important. On n'est pas dans une révolution, on est plus dans des mouvements en fait, qui nous amènent à cette révolution industrielle. Donc, le modèle des années 2000, c'est la mobilité qui change beaucoup la façon de travailler. Donc, on va supprimer les agences de proximité qui coûtent très cher. Moi, j'ai connu, j'ai commencé à travailler dans les années 2000, j'ai connu les agences à Rennes, à Nantes, à La Rochelle, à Bordeaux, à Montpellier, avec 3 ou 4 personnes qui géraient la relation client. Là, c'est terminé. Le vendeur, il a les mails, il a les téléphones portables, il est complètement autonome sur cette partie-là. Les clients modifient en partie leurs besoins. On est dans un moment où il y a l'Europe qui se met en place, l'euro qui se met en place. Donc, il y a tout le référentiel normatif qui évolue, les structures qualité qui se mettent en place aussi, l'amélioration continue, le lean. Donc là, on structure beaucoup l'entreprise par rapport aussi à la demande du client qui finalement souhaite agréger du service. Très bien, vous saviez me faire le produit dont je vous donnais le cahier des charges.
demain, j'ai besoin que vous sachiez le faire en 5 jours avec maximum une journée de retard. Et quand vous avez du retard, vous êtes capable de nous prévenir ou de nous dépanner ou d'avoir un stock tampon. Peu importe le sujet, mais voilà, c'était vraiment cette organisation logistique et qualité qui se mettait en place pour agréger du service, aller plus vite dans la façon d'adresser le client et de le servir. Donc, d'exécutant d'un produit avec une maîtrise et un savoir-faire, on devient fabricant qui est très expert de son outil de production, de son moyen. Je te tiens au courant. N'hésitez pas si vous avez des questions, si ce n'était pas le cas, je pense, mais voilà. Donc, le fabricant, le fournisseur devient un fabricant pour répondre justement à ce besoin de service. On arrive à connecter, les outils permettent que le commercial ne soit plus la porte d'entrée unique. On commence à ouvrir à du multicontact. Je ne dis pas que c'était mûr à ce moment-là, mais le multicontact, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le qualiticien peut discuter avec le qualiticien, le logisticien avec le logisticien. Les logiciels permettent, par exemple, de connecter. Il y en a qui connaissent peut-être ça pour ceux qui travaillent dans l'aéronautique, dans les années 2000, entre 2000 et 2010, et les EDI, on connecte sa logistique à la logistique du client. Donc voilà, là, on est dans ce moment-là. Le commercial est moins omnipotent, je dirais, devient beaucoup plus chef d'orchestre, anime sa relation client, il possède encore beaucoup la data client, son expertise est fondamentale et il est également le relais interne, ce qui était un peu plus le marketing a posteriori, au niveau antérieur. Et puis, le côté interface commence à monter un petit peu en puissance, côté marketing, où justement, il va structurer un petit peu son rôle petit à petit avec une expertise qui va évoluer vers les années 2010. Alors, je vous ai mis boom du numérique. Il y a 2 facteurs majeurs qui font passer des années 2000 aux années 2010 dans les schémas, mais là, au niveau date, c'est quand même assez clair. Il y a effectivement cette crise économique de 2008 qui a duré, qui s'est mutée en crise financière. On peut discuter, ce n'est pas mon métier de discuter de ça, mais clairement, ça a eu un impact. Des sociétés qui se replient un peu sur elles-mêmes, les sociétés industrielles, il y a eu énormément de casse. Et donc, on se concentre dans un moment de crise sur du court terme et finalement, sur ce qu'on sait faire, ces métiers de base, concevoir un produit, le fabriquer, le vendre. J'ai envie de dire, tout ce qui est, allez, peut-être hormis la finance, mais tout ce qui est autour, les services autour, potentiellement sont externalisables. Ce qui implique que les fonctions achats sont un petit peu appauvries. Tous les clients qu'on a, que ce soit chez Namkin ou toutes les interventions que j'ai pu faire dans les clubs Stratexio, on se rend compte qu'il y a une perte de compétences toujours chez les clients parce qu'ils essayent de tirer sur les coûts, parce que l'expertise est finalement transférée chez le fournisseur. Donc et ils demandent en permanence de compenser aux fournisseurs cette expertise-là. Et donc, du coup, ils ne sont plus forcément capables de construire un cahier des charges qui était hyper précis, qu'ils ont complété avec un système normatif hyper lourd. Donc, on peut se retrouver avec des pavasses assez intéressantes et volumineuses. Et finalement, cette perte de compétences au niveau de la fonction achat ou du pool d'achat, quelle que soit la filière, oblige à avoir une approche beaucoup plus fonctionnelle. Ce qui laisse beaucoup de place finalement aux fournisseurs dans la partie conception, intégration. Donc, on n'est plus uniquement fabricant, on vient greffer cette notion de conception, d'intégration de fonctionnalités, de traduction de ces fonctionnalités. C'est l'époque notamment où il y a eu toutes les business units qui sont mises en place dans ces périodes-là. Alors, ce n'est pas exactement 2010. Et la fonction notamment chef de produit en marketing qui correspondait à ça. Et également, dans ces business units, on greffait, on rapprochait la fonction de conception, le bureau d'études, du besoin du client. Le deuxième phénomène majeur, c'est évidemment le boom du digital. Donc, quand on sort de cette crise avec une logique très court terme, on a dû externaliser certaines fonctions ou on a dû réduire les coûts et puis qu'il faut réamorcer une conquête de moyen terme, ça peut peut-être faire écho à ce qu'on vit en ce moment et à comment chacun prépare sa reprise, et puis reprise immédiate et reprise à plus moyen terme. On se rend compte que finalement, le boom du digital a ouvert une concurrence mondiale, comme je disais tout à l'heure, de facto. C'est-à-dire, surtout dans l'industrie française, on avait quand même, sans être péjoratif, mais on a quand même une logique très familiale, très paternaliste. Et finalement, on aimait bien nos niches, nos petits marchés, on était tranquille. Et là, on s'est attaqué de partout. On sort de cette crise et finalement, le digital a pris la place. On peut être contacté de partout dans le monde. Inversement, on peut être concurrencé sur nos terres. Donc, il faut réagir et ce n'est pas forcément évident. Donc, il y a une vraie rupture dans ce fonctionnement-là. Ce qui se passe au niveau des outils, donc c'est évidemment le boom du web, les logiciels et la mobilité qui s'accentuent encore. Et puis surtout, notre fonction marketing-vente va encore muter. On continue à aplatir notre fameuse pyramide pour arriver quasiment à du flat contact où finalement, toute cette BU, elle est calquée sur l'organisation du client pour être capable de répondre à chacun des leviers métiers, des niveaux d'expertise qu'il y a besoin de transférer chez le client.
Et qui passe l'aspirateur. Voilà. Ensuite, donc notre binôme marketing-vente, donc il est forcément impacté par ça. Donc, le métier de chef de produit structure complètement l'offre du marketeur, qui va être beaucoup plus dans du suivi de projet, qui va être dans sa BU avec une expertise marché. Donc, on commence à catégoriser, à structurer les offres de la meilleure façon possible pour adresser le client. Donc, on commence à avoir des briques vraiment de structuration d'offres, de meilleurs transferts de valeur ajoutée. Et finalement, la perte de compétences client oblige à structurer comme ça en interne. Le suivi de projet et également la structuration de la valeur ajoutée. Et puis finalement, le vendeur, comme on aplatit l'organisation, comme il n'est plus au courant forcément de tout ce qui se passe pour le client, et c'est parfois très bien, il est beaucoup plus dans une logique de disponibilité, d'efficience de rendez-vous. Donc, ce n'est plus lui qui passe les plats, ce n'est plus lui qui est en échange ou qui donne les news de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a un site web qui donne toutes les news de l'entreprise. Il y a des réseaux sociaux qui se permettent de le faire. Donc, finalement, son rendez-vous qui était peu efficient dans les années 90, où il passait les informations, il n'existe plus. Et il se ressent vers quelque chose de plus technique, la préconception. Pourquoi ? Parce que justement, il y a besoin, dans cette structuration d'offres, d'être capable d'avancer un peu plus vite sur de la personnalisation. Parce que ce client, il a besoin de fonctionnalités. Et donc, on va commencer à avoir les premières briques de personnalisation. Et puis, la révolution industrielle qui arrive et qui fait encore muter cette structure. Alors là, on est dans le projectif, hein, dans la prospective plutôt. C'est vraiment un langage que moi et les travaux que nous, on mène. Alors, on travaille sur cette science économique et sociale, sur ce binôme marketing-vente. Ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est tout l'aspect serviciel. À partir du moment où vous greffez au niveau technologique le volet plateforme de service, l'ultra-connectivité entre tous les systèmes, on peut connecter la machine, mettre du capteur, avoir de l'information sur une tablette, on peut faire le jumeau numérique, on peut faire de l'impression 3D pour avoir du proto hyper rapide, on peut faire de la virtualisation de ligne. Tous ces services-là permettent d'être hyper rapides, hyper flexibles et finalement de mettre beaucoup de services en place. Et finalement, cette technologie permet au client de continuer dans sa logique, de se dire j'avais besoin de fonctionnalités, demain, j'ai même plus besoin de posséder l'objet, j'ai besoin que vous me solutionnez mon problème, quel qu'il soit. Si j'ai soif et que je bois des heures régulières de la journée, peut-être que je n'ai pas besoin d'acheter des gros packs d'eau, etc. et que je vais avoir un distributeur qui va me fournir dans mon verre, au moment où j'en ai besoin, de l'information. Pour ça, j'ai besoin d'être connecté à la régie qui structure ça, qu'elle connaisse bien exactement mes besoins alimentaires, nutritifs, etc. Je vous donne un exemple au hasard, mais c'est valable aussi dans l'industrie, la servicialisation. Je vous donne un exemple, c'est une société connue, c'est ceux qui font les tondeuses de talus d'autoroute, qui s'appelle Noremat. Donc, c'est une société qui a complètement servicialisé son offre. Donc là, on est vraiment dans l'évolution d'un business model. Ils maîtrisent la fabrication des tracteurs, ils maîtrisent la fabrication des systèmes de tonte, ils maîtrisent tout le débroussaillage, etc. Ils maîtrisent les pièces détachées. Pourquoi ce serait la société d'autoroute qui s'occuperait de ça, de former les personnes, de gérer la maintenance, de gérer les stocks, de gérer les plannings? Finalement, la société mère, fournisseur, est parfaitement apte à solutionner ce problème-là. Donc, elle s'est positionnée en solutionneur. Elle peut mettre un système d'abonnement sur les briques très modulaires du besoin de son client. Donc, ça, c'est un exemple réel qui existe et qui a parfaitement fonctionné. Ce que ça implique pour notre binôme marketing-vente, cette transformation, cette révolution. Alors, ce que ça implique pour notre binôme, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est une inversion de ses courbes. C'est-à-dire que ce n'est plus le vendeur qui est forcément en première ligne. On a tellement aligné les organisations. On crée ce système collaboratif, finalement, qui va abolir la frontière entre l'interne et l'externe, qui va obliger le client à être mêlé de plus en plus à vous. On parle d'intelligence artificielle, on parle de big data. Les besoins vertueux à ce niveau-là, même si on peut connaître des dérives ou des dangers par rapport à ça, malgré tout, les besoins vertueux par rapport à ça font qu'on a besoin d'être connecté à son client, on a besoin de connaître les habitudes de son client, on a besoin d'être complètement en phase avec lui et en compréhension de ses besoins pour être capable de les solutionner. Donc, finalement, le vendeur, lui, il va arriver dans un deuxième temps, dans un temps de co-conception, de transformation, où finalement la préconception devient un pré-projet technique, un vrai accompagnement, et il intervient beaucoup plus tard dans la relation. Par contre, le marketing va être, lui, responsable de la structuration de cette personnalisation. Auparavant, il était responsable de la structuration de l'offre, de la structuration de la valeur ajoutée. Et maintenant, il devient celui qui gère la personnalisation, qui propose des parcours aux clients, qui est le relais de l'image et qui permet la génération de leads. Donc, il va s'occuper à la fois de la modélisation de ce parcours et à la fois des touchpoints initiaux.
Donc, si je dois résumer en partie, nous, les phénomènes qu'on voit et les mutations, on pense que la décennie qui va arriver va être vraiment l'ère du collaboratif, l'ère de ce territoire commun entre un client et un fournisseur pour fournir une expérience client avec un équilibre entre l'humain et le digital, quel qu'il soit. Et ça fait partie de la proposition de valeur, avec de la personnalisation dans les parcours, avec une compréhension du besoin du client qui est bien différente, puisque de toute façon, il est capable d'acheter un service. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a un petit bug dans la presse. Peut-être juste pour compléter et pour valider ces hypothèses ou donner des tendances, le métier du marketing est en train de muter. La relation entre le vendeur et le marketeur, moi, quand j'ai commencé il y a 18 ans, 17 ans, on se tapait dessus avec les ventes, quoi, toujours. Quoi. Il y avait de la rétention d'infos, c'était compliqué, on ne se comprenait pas. Et puis derrière, on était entre le marteau et l'enclume avec le bureau d'études. Le métier a radicalement changé, je l'ai vu évoluer, on l'a vu évoluer avec plein de clients. Et finalement, on se rend compte qu'il mute sur des logiques technologiques qui permettent d'avoir de la data. S'il y a moins de touchpoints, s'il y a moins de contacts clients humains, le vendeur n'étant plus omnipotent, possesseur de la data, finalement, il faut être capable de capter cette donnée-là. On digitalise une partie des éléments. Le site web sert à quelque chose, les espaces clients, le e-commerce, les extranets. Il y a énormément d'outils aujourd'hui qui servent. Les CRM, il y a de la data à plein d'endroits. Donc, il faut être capable à la fois de digitaliser sa relation dans la proposition de valeur, de faire évoluer son business model et de capter la data, la partie business intelligence, pour pouvoir être capable ensuite de réalimenter ses études et ses équipes en interne pour proposer à nouveau de la valeur ajoutée. 80% de l'acte de vente, donc ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude Forrester de 2017. 80% de l'acte de vente se passe avant la rencontre avec le vendeur, la rencontre physique avec un vendeur. Ça veut dire que le parcours d'achat du pool client, des différentes personnes qui structurent le pool client, se fait avant de rencontrer un vendeur. Il y a même 55% des industriels qui ne veulent même plus rencontrer les vendeurs parce qu'ils ont envie d'une expérience qui est différente. Et puis, 90% des dirigeants de l'industrie qui pensent que l'expérience client est un enjeu crucial pour leur stratégie d'entreprise demain. Et puis, enfin, pour terminer sur les technico-commerciaux, alors, je n'ai pas de dents particulières sur les technico-commerciaux, il n'y a pas du tout de problème. Simplement, et ça, c'est un ouvrage de KPMG, moins 25% de technico-commerciaux sous 2 ans. C'est un chiffre qui date de 2019. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces fonctions, elles mutent. Ça veut dire que ces gens-là sont plus efficients. Donc, au lieu d'ajouter un 11e, un 12e vendeur dans une PME ou une ETI, finalement, réfléchissons à mettre peut-être ce budget-là sur des éléments de marketing, des éléments de digitalisation, des outils qui nous permettent de capitaliser la data ou de rendre plus efficients les processus et les parcours des clients. Donc, c'est beaucoup ça, les réflexions aujourd'hui. Et ce phénomène est accéléré par la crise économique qui finalement oblige à la digitalisation. Là, il n'y a plus personne ne se déplace, le monde entier est statique, donc le digital vient à la rescousse de manière très, très opportune quelque part, mais finalement va permettre d'accélérer cette digitalisation qui était une tendance qui était en train d'arriver très fort. Alors, qu'est-ce que ça crée comme impact? Donc, c'est la gestion de la relation client. Ce fameux territoire d'échange qu'on décrivait tout à l'heure, finalement, il est couvert de touchpoints. Donc, un client, avant cette flèche, en amont de cette flèche, c'est un inconnu parfois, très souvent. Il y a beaucoup d'industriels, de présidents de sociétés qui me disent ça. Puis, il rentre dans un parcours de découverte. Il va rencontrer finalement l'entreprise beaucoup avec le digital, beaucoup avec les réseaux sociaux, avec le site web. Et puis, il va prendre ses premières informations comme ça. Et le parcours qu'il va vivre déjà en digital dans un premier temps, puisque 80% de son acte de vente, donc c'est-à-dire ces 2 premières étapes, 80%, il les fait beaucoup sans rencontrer le vendeur. Donc, il se passe beaucoup d'autres choses, des touchpoints qui sont potentiellement à inventer aussi. Bon, souvent, le site web et les réseaux sociaux sont clés pour pouvoir alimenter cette partie-là. Et puis, dès que quelqu'un vous suit sur LinkedIn, like une vidéo YouTube, avance ou revient sur votre site web, il est déjà dans un acte d'engagement. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'intéresse, il y a quelque chose qui va le tilter. Et on peut déjà capter de la data à ce moment-là, même si c'est de la data macro, quelqu'un qui ne s'est pas identifié, on peut savoir qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas, quelles sont les thématiques d'intérêt dans le territoire d'échange qu'on a créé qui permet de générer des touchpoints digitaux intéressants.
Donc, les touchpoints humains, vous pouvez les saupoudrer à plein d'endroits. La conversion se fait également. Il y a le salon, il y a les vendeurs, il y a des showrooms. Voilà. On peut modéliser une expérience qui est souvent très, très longue parce que dans l'industrie, j'ai des clients qui m'ont dit cette flèche-là, elle représente parfois plusieurs décennies de travail. Donc, un client, quand on le fidélise, il va faire des boucles vertueuses, un peu comme je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous lancez une nouvelle gamme de produits, un client qui a acheté une machine spécifique d'embouteillage, finalement, il va peut-être s'intéresser à la nouvelle technologie que vous êtes en train de développer ou la nouvelle gamme qui vous permet de monter en cadence ou d'avoir une détection de défauts, peu importe. Mais il va repartir dans un cycle de conversion ou d'engagement. Il ne va pas repartir sans vous connaître, hein, il est déjà dans un système de fidélisation, mais il recrée une boucle vertueuse au sein de votre parcours. Alors, comment on traite tout ça? Et c'est quoi là, le rôle du métier du marketing pour traiter ça? Parce que finalement, ce parcours client qui existe pour tout le monde, on peut le détailler. J'ai fait des programmes avec certains clients qui durent plusieurs mois et sur lesquels on peut identifier 60, 70, 80 touchpoints avec des processus hyper lourds derrière pour les entreprises. Parce que finalement, vous allez installer votre machine, vous faites la maintenance, vous faites du dépannage, vous faites une mise en route, une FAT, etc. Peu importe, mais finalement, vous vous retrouvez dans un schéma où la relation elle est très longue. Et finalement, c'est une des grosses différences avec le B2C. On a un achat très impulsif. L'achat industriel reste un achat expert, un achat de long terme. Même s'il y a une perte d'expertise chez les clients, ils ont quand même besoin d'être rassurés. Et donc, ils vont être quand même beaucoup moins impulsifs. Ils ont surtout besoin que vous leur transfériez de l'expertise. Alors, pour pouvoir quand même compenser la perte de data physique, le digital doit permettre de faire ça. Donc, il faut être capable de collecter de l'information, de la traiter en base de données avec des outils technologiques, éventuellement de l'enrichir. Donc là, il y a de la data partout, hein. Vous pouvez surveiller les sites de vos concurrents, des sites de vos clients, suivre des flows RSS, des flux RSS d'actualité, hyper personnalisés. Il y a plein de plateformes qui existent aujourd'hui pour le faire. Vous pouvez enrichir ces datas-là, les croiser avec vos données CRM, avec votre segmentation, avec vos outils de marketing. Et puis ensuite, l'objectif du marketing, c'est aussi de mettre en place cette stratégie de déploiement. Et donc, il faut être capable d'alimenter ces touchpoints digitaux, mais également humains, donc les autres touchpoints, de diffuser la bonne data pour que l'expérience soit la plus fluide, la plus personnalisée possible. Voilà, schéma assez classique. Finalement, je peux leur montrer, mais voilà. Les briques nouvelles technologiques, les briques d'intelligence artificielle, nous on travaille sur des briques un peu comme ça, elles viennent ici, elles viennent à cet endroit-là, vraiment parce que voilà, aujourd'hui, le site vitrine, c'est terminé, il faut mettre du service dedans. Ça devient le point de contact, un point de contact fondamental avec votre client. Donc la digitalisation de sa relation client, il faut penser une expérience qui soit cohérente. Ce n'est pas la peine de faire une belle carte postale de qui vous êtes si derrière, déjà, c'est très self-centrique comme approche, c'est-à-dire que c'est se présenter soi et ce n'est pas parler du client. Donc, créer un territoire d'échange avec son client, ce n'est pas parler de soi. Au contraire, c'est lui montrer qu'on a compris qui il était et qu'on allait le servir et avoir une offre de service en vrai solutionnaire. Donc voilà, donc il faut vraiment avoir une logique de constitution d'un package digital qui soit cohérent, en phase avec votre processus, en phase avec votre business model. Et également, je dirais, avec la capacité d'authentifier les retours et de valider ces retours. C'est-à-dire que si vous avez une expérience digitale qui est très positive, avec une belle carte postale, admettons qu'elle soit très customer-centrique, mais que vos commerciaux derrière ou en salon, vous ne montrez pas du tout la même chose, pas du tout les mêmes types d'entrées, pas du tout la même structuration, le client il est perdu. Et finalement, son touchpoint d'après, il sera venu vous voir parce qu'il a une bonne expérience, il ne va pas le convertir, il ne va pas le valider. Et ce serait dommage. Donc, il faut aligner vraiment cette organisation et ce process qui peut être très long et c'est parfois complexe à faire pour qu'il y ait une cohérence multicanale et sur la longueur et sur le temps, en fait, et pas juste jusqu'à la prise de commande. Alors, c'est quoi l'expérience client là-dedans? On a vu les briques technologiques donc, de l'expérience client, à la fois la digitalisation, à la fois les business models et enfin la mesure de tout ça. Donc, c'est vraiment la réponse qu'ont les clients lors des interactions avec ces fournisseurs. Donc, c'est vraiment, c'est pas une proposition d'expérience. Moi, j'ai déjà posé des questions à des commerciaux qui disent, quand on leur demande c'est quoi l'expérience client, comment ça se passe l'expérience client chez vous? Ça se passe très bien, j'ai un très bon contact avec mes clients. Donc là, typiquement, l'attitude ou le touchpoint unique porté par quelqu'un, finalement, fait foi d'expérience client. Ce n'est pas du tout ça, l'expérience client. Donc, on a l'impression que le client, je dirais, subit chaque touchpoint. L'idée, c'est vraiment qu'il vive quelque chose qui corresponde au parcours qu'il a besoin de vivre. Et pour ça, ça s'étudie et ça s'accompagne en amont
en avant-vente, à la prise de contact, même, je dirais, très en amont, quand on ne le connaît pas. Eh bien, il faut avoir une vraie réflexion, et ça, c'est du pur marketing, avec des études de marché, avec la captation d'informations, de data, qui permet d'avoir une prise de contact par le client qui soit plus intéressante et plus efficiente. À l'achat, c'est très important, le moment de l'achat. Alors, vous avez différents cas. Hein. Vous avez les sociétés qui vendent des composants, où là, finalement, les batteries de commande se font avec des ERP. Voilà, donc là, il n'y a pas un acte d'achat qui est fondamental. Mais par contre, on peut scénariser certaines choses. On peut amener un peu de valeur dans ces touchpoints-là, avec du service en plus, avec de la data, avec de l'information, avec de l'animation, etc. L'usage va être très important à l'achat. Alors après, vous avez d'autres secteurs d'activité, je pense à la machine spé ou à tout ce qui est le monde de la machine en général. Là, typiquement, on est sur des process très longs et finalement, les gens dans l'entreprise qui sont le plus en contact avec vos clients, ils sont même carrément chez vos clients, c'est ceux de l'équipe chantier. Ceux de l'équipe chantier, ils vont rester 1 mois, 2 mois, ils vont monter la ligne, faire les tests, valider ça avec la maintenance. C'est le meilleur ambassadeur. Et très souvent, ce sont des gens qui ne sont pas du tout vus dans la relation client, alors qu'en fait, leur impact il peut être fondamental. Donc ça, à l'achat, ça peut être très intéressant de le mettre en avant. À l'usage, ça va être très, très important aussi. Comment vit votre client avec votre produit, avec vos services, quel niveau de service il va pouvoir avoir autour, donc l'association avec les services. Et puis après la vente aussi. C'est-à-dire que le même président là, qui vous disait que l'inconnu, avant qu'il entre dans un parcours, il me disait qu'après la vente, il devenait un oublié. C'est quelqu'un, voilà, c'est bon, il avait signé, on rentrait l'argent et on ne s'occupait plus. Non, c'est fini. Le territoire d'échange oblige à une relation constante et finalement, le meilleur levier, la meilleure façon de solutionner et d'inventer de nouvelles solutions, c'est d'être hyper proche de ses clients parce que c'est eux qui vont nous donner toutes les informations nécessaires aux solutions qu'on a besoin de proposer. Donc, pour traiter ça, il faut être capable d'étudier ce que vit le client dans son expérience avec le fournisseur, dans sa modélisation. Donc, il faut mesurer chaque touchpoint, avoir une idée. Ça ne veut pas dire lui demander son avis en permanence, ça peut être très saoulant. Par contre, nous, dans la proposition qu'on met à chaque moment, évaluer ce qu'il a fait, émettre des hypothèses, il y a des éléments hyper intéressants à obtenir. Alors, les points clés de l'expérience client, ce n'est pas moi qui le dis, c'est KPMG, hein, même si je vous avoue que je les avais déjà en amont de l'étude KPMG. Moi, on m'a souvent dit que je faisais un métier de voleur, on ne comprenait pas ce que c'était le marketing dans l'industrie, c'est mentir aux clients, c'est faire que de la com, c'est que de la logique, c'est du doigt mouillé. J'ai entendu tout et n'importe quoi. Finalement, quand on est dans une science économique et sociale, ce métier-là permet d'aborder la relation client, permet l'hyper mondialisation, finalement, l'hyper-globalisation. On se rend compte quand on travaille avec des industriels qui sont complètement dans cette logique-là, même avec cette crise-là, mais qu'ils ont une volonté de proximité locale. Donc, ils disent beaucoup, et ça, je pense que c'est valable, et les experts stratégiaux doivent beaucoup entendre parler de ça, c'est que oui, on travaille dans un monde globalisé, mais par contre, les grands groupes qui sont très, très hiérarchisés et qui n'ont pas de structure locale très présente, très réactive, c'est parfois compliqué, on veut du service en local. Donc, il y a vraiment les deux facettes. Et je pense que la crise sanitaire qui va se muer en crise économique va accélérer encore ce phénomène d'avoir des ancrages locaux pour pouvoir intervenir rapidement, faire du service. Dans ces points clés, et ça va avec, les points clés de l'expérience client, donc la personnalisation, être capable de fournir un service sur mesure. Alors, j'ai mis individualisé, c'est une erreur de ma part, c'est un bug, j'aurais dû le corriger. C'est pas individualisé. Si on fait de l'individualisation, on ne crée pas d'efficience. Donc, il faut être capable de créer de la personnalisation, des systèmes de personnalisation. Donc, ça veut dire qu'on crée on sait s'adresser à différentes typologies de clients qui n'ont pas besoin du même parcours et on sait être flexible dans ce parcours-là. Ça veut dire qu'on garde une logique de parcours, on garde une logique de mettre des process flexibles en place, mais pas de traiter individuellement chaque client. Si on traite individuellement chaque client, on n'est plus un industriel, on est un artisan. Donc, la logique, elle veut de pouvoir mettre en place, je dirais, ces structures matricielles, cette façon d'entrer en relation avec le client sur des catégories très flexibles de clients. L'intégrité, c'est hyper important, être digne de confiance. On est en collaboration, je vais partager mes datas avec mon fournisseur. Évidemment que j'ai besoin d'avoir confiance en lui pour lui partager mes datas. Donc ça, c'est beaucoup plus fondamental. Quand on voit le chiffre de 55% des acheteurs dans l'industrie qui ne veulent même plus rencontrer le vendeur, c'est peut-être bien aussi parce que l'intégrité n'était pas toujours là ou qu'ils ne trouvaient pas finalement la valeur suffisante en face.
Identifier et atteindre les besoins des clients, ne pas promettre l'impossible, ça c'est super important. On avait tendance avant, comme la frontière entre l'interne et l'externe était assez opaque, finalement, voilà, on gérait nos problèmes en interne, on ne disait rien aux clients, et puis il avait l'impression que tout se passait bien. Ça va aussi avec le point d'après, hein, ce côté résolution de problèmes et la capacité à répondre à une problématique client par un service. Bah, finalement, on transforme une mauvaise expérience en une bonne, et finalement, le client apprécie plus cette partie-là que de ne pas du tout avoir de problème. On est dans le collaboratif, on est transparent. Il n'y a aucun industriel autour de cette table qui va me dire qu'il n'a jamais eu de problème de production. Tout le monde en a. Tout le monde en a eu, tous les industriels le savent. Par contre, être capable de résoudre rapidement une problématique quand elle arrive, c'est beaucoup plus valorisant ou valorisable pour le client, vis-à-vis du client, que de masquer le problème finalement, où on aura l'impression qu'il y a un manque de transparence. L'efficience, hyper important, être capable de minimiser les efforts de son client. Il veut du serviciel, il veut, je dirais, plus forcément posséder un produit et le gérer parce que ce n'est pas ce qui lui plaît le plus, ce qui l'intéresse le plus. Il faut être là pour être capable de le proposer. Et pour ça, il faut de l'empathie, il faut être capable d'être connecté au client, capable de comprendre ses priorités, de comprendre ses objectifs. Et je vais vous dire en tant que marketeur, d'être capable de comprendre c'est quoi son offre de valeur à lui aussi derrière. C'est-à-dire qu'il faut aller dans l'analyse un cran plus loin du client finalement, où on va aller chercher son offre de valeur à mon client, comment je peux l'aider à encore plus valoriser cette offre. Et ça, quand vous arrivez à faire ça, le client, il achète beaucoup plus facilement chez vous. Donc, les enjeux, on peut les répéter un petit peu, mais je pense que vous avez compris. Donc, la valeur ajoutée, la création de valeur ajoutée, ça, c'est dans la logique de business model. Comment on peut revoir sa valeur ajoutée dans ce monde globalisé, dans ce monde où l'export est possible en 3 clics et pas toujours en posant un peu, entre guillemets, à l'ancienne, des agents locaux qui vous font le commerce. Non, finalement, aujourd'hui, une plateforme de services connectée en ligne, des chatbots, des outils digitaux. Ça ne veut pas dire que l'humain est effacé, mais c'est des outils qui peuvent permettre de transférer cet humain et de le connecter beaucoup plus loin à l'autre bout du monde. La relation va être importante dans cette expérience client, quelle qu'elle soit. On parle de digital en ce moment, on parle voilà. Comment on arrive à créer du digital tout en gardant un lien humain et une connexion. Je pense que la data va être une des réponses à ce niveau-là, mais on voyait par exemple, juste avant la crise sanitaire, que les salons reprenaient une certaine valeur. Il y a eu un moment dans les années 2010 où finalement, avec la crise économique, les budgets salons tombaient et puis on cherchait la valeur du salon. Puis finalement, avec la montée en puissance du digital, on a senti que ce moment-là devenait un touchpoint hyper important pour le volet humain, justement. Et où finalement, on faisait moins de business en salon, mais beaucoup plus de connexion avec son écosystème. Ses concurrents, on discutait, les clients viennent nous voir, les fournisseurs sont là. Il y a des conférences, on parle des thématiques. Donc finalement, on a retrouvé un équilibre. Bon, ça va peut-être changer, hein. Il y a des salons virtuels là, qui se mettent en place. Vous avez vu les nouveaux canaux digitaux qui permettent de présenter son offre dans le monde entier sans voyager. Mais voilà, c'est pour montrer que l'équilibre entre l'humain et le digital peut être parfaitement fait si il est cohérent en fait dans les messages qui sont portés et si finalement la valeur ajoutée de l'entreprise elle est bien calculée tout au long du parcours et bien posée. Alors je vous ai mis 2 thèmes comme ça qu'on entend beaucoup. Donc moi je suis beaucoup évidemment à ce qui se passe sur ces tendances-là. On parle beaucoup de consumérisation du B2B. Ce n'est pas tout à fait faux. Moi j'appellerais plutôt ça l'étirement de la filière. C'est ce que je vous disais. C'est qu'avant on gérait une relation client-fournisseur. Je vous donne juste mon point de vue. Après, c'est vraiment, il y a des campagnes sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de ça. Moi, je parle vraiment d'étirement de la filière. C'est l'idée de dire, voilà, d'aller chercher plus loin que son client, plus loin, voilà, c'est quoi son business, à qui il vend, qui il y a derrière, c'est quoi les services qui vont l'aider. Donc ça permet d'étirer la filière. Après, si vous n'êtes pas en B2B, 2C, finalement, la consumérisation, elle se fait moyennement. Oui, alors j'entends dire aussi… les acheteurs, ils travaillent comme à la maison avec leur téléphone portable. OK, leur outil de travail, ça devient le téléphone. Ça n'empêche que ça reste leur métier d'acheter. Que s'ils se trompent, ils peuvent se faire virer. Alors que si moi, je me trompe de lessive ou de baguette de pain, je ne suis pas sûr que je risque grand-chose. On n'est pas du tout dans les mêmes ressorts d'achat, pas du tout dans les mêmes logiques. Et puis, on n'adresse pas du tout des millions de consommateurs quand on est dans le B2B. Donc, attention quand même à ces lieux communs. Je pense que ça arrange beaucoup de monde qui veulent vous vendre de l'automation ou de la gestion de mailing. Attention à ce genre de choses. Le business to people est beaucoup plus intéressant, à mon avis, que la consumérisation du B2B. Le business to people, c'est de dire,
oui, avant, on adressait un client, maintenant, on adresse une personne. Alors oui, c'est vrai que dans le B2B, il y a un pool d'achat. Donc, on ne s'adresse pas à un enfant, à un fonctionnaire, à un étudiant, à une ménagère. On s'adresse à une personne, mais qui fait un métier. Donc, il faut aussi garder ce juste milieu aussi. C'est quelqu'un dont c'est le métier d'acheter, d'être chef de projet, d'être directeur de maintenance ou directeur d'exploitation. Donc, ces gens-là, à un moment, ils participent à un acte d'achat. On a besoin de les traiter en tant qu'humains. Et c'est là où on arrive dans une logique où, dans le ciblage, on essaye d'adresser différemment. Un acheteur n'a pas les mêmes besoins qu'une personne qui a plus un profil ingénieur. Donc, on va essayer de l'alimenter différemment, techniquement, quand l'autre va entendre parler de services, etc. Et là, le territoire d'échange, il est fondamental pour pouvoir créer cette tendance à la personnalisation dans l'industrie et dans la façon dont on adresse les différentes personnes qui constituent le pool d'achat. Donc, les tendances pour l'industrie, la personnalisation des parcours, ça c'est fondamental. Vous avez, je ne sais pas, des sociétés qui ont 5-6 marchés. Les différents marchés, ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Le monde du laitier, ce n'est pas le même que le monde de l'eau, que le monde du luxe, que le monde de la pharmacie. Donc, c'est important que ces gens-là ont des contraintes différentes. Donc, les typologies de marché créent forcément des parcours qui doivent être différents. Et donc, si on veut être centré client, il faut être capable de comprendre leur marché. Donc, vous voyez qu'on commence à connecter avec cet étirement de la filière à étudier. Le côté collaboratif est très important. Donc, bien penser ces touchpoints, bien penser la valeur de chacun de ces touchpoints, être capable de collaborer à la fois en digital avec des services, à la fois en humain avec de la proximité, avec des rencontres, avec du transfert d'expertise. Parce que finalement, un client, s'il n'achète plus un produit, s'il achète tous des services autour, ce qu'il va beaucoup chercher à obtenir dans la collaboration, c'est finalement que vous lui résolviez ses problèmes, que vous lui apportiez de l'expertise qu'il n'a plus forcément chez lui. Et enfin, pour piloter tout ça, et je vais vous montrer un peu comment on peut se poser un programme et plus dans une logique moyen terme, il faut absolument être capable de capter cette donnée. Il y a de la donnée qui est portée par des humains, il y a des outils, il y a des éléments digitaux, il y a des portails clients, il y a des SAV en ligne avec des chatbots. Tout ça doit être interconnecté pour que la data du marketeur et du vendeur soit homogène et puisse alimenter les différents parcours clients. Je fais un petit focus rapide aussi pour vous montrer, on va glisser petit à petit vers le côté customer-centrique. Vous voyez que le côté fournisseur et interne est de moins en moins présent. Le but, ce n'est vraiment pas de dire ce qu'on fait, c'est plutôt de montrer quels bénéfices on va apporter aux clients. Et là, déjà, on n'est plus dans une logique d'ingénieur qui présente son produit et les caractéristiques de son produit. On parlait, moi, quand on m'a formé en marketing, on parlait de features and caractéristiques. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ça. C'est terminé, ça. L'expertise n'est plus au niveau pour être capable d'apporter ça à chaque moment. Donc, il y a certains touchpoints qui nécessitent ça, mais on est déjà dans une profondeur d'échange. Le premier niveau, qui est très rapide, des fois, ça se passe en 10 secondes sur un site web, c'est tout de suite l'adhésion aux valeurs. Donc, il faut que ce qui se passe sur un site web, sur les réseaux sociaux, sur une page, il va regarder les 5-6 articles. Il faut que ce qu'il sente, ce qui se dégage sont des valeurs. Puis il peut rester un peu plus longtemps et il va aller chercher d'autres choses. Il va aller peut-être chercher des expertises dans une profondeur de rang 2 pour se dire, tiens, ces gens-là, sur ce métier-là, ils vont m'apporter du service, ils vont m'apporter de la compétence. Et puis ensuite, on va traduire ça en bénéfice. Mais c'est de la traduction, c'est-à-dire on est toujours customer-centrique. Et on devient self-centrique uniquement dans certaine profondeur d'échange. Ça, c'est des petites clés sur le transfert, sur le positionnement de l'expérience client qui peuvent être assez importants. Dorian, tu m'arrêtes, parce que moi, je suis lancé. S'il n'y a pas de questions, je continue. Alors, il y a eu deux questions. Une de Corinne qui demandait comment intégrer le contact local dans cette nouvelle expérience client pour qu'il soit en phase avec l'entreprise. Hyper important. Excellente question. Effectivement, il faut qu'il soit interconnecté avec vous. Il y avait une époque où les distributeurs, c'est-à-dire qu'il faut lui mettre les outils et les moyens de diffuser, parce que finalement, c'est votre relais local, c'est votre bras armé localement. Donc, si vous voulez mettre une structure de fidélisation en place, il faut absolument l'alimenter hyper vertueusement, même si ce n'est pas une société en propre, en capitaux qui vous appartient. C'est vraiment des contrats de partenariat où il y a une accessibilité importante. Je vous donne un exemple. Il y a 8-10 ans, les distributeurs se posaient beaucoup la question de leur valeur ajoutée de stockage. Et donc, ils se sont posé la question justement de leur offre de valeur. Et il y en a plein qui sont partis dans des logiques justement d'être ces relais locaux
c'est ceux qui connaissent très bien le terrain. Mais par contre, quand on est le fournisseur de ce distributeur, il faut l'alimenter. Et donc, le former, lui envoyer de l'information, vraiment, lui donner un accès privilégié à votre espace client, par exemple, c'est une façon de le faire. Donc, moi, j'ai déjà monté avec ma société des espaces clients où vous avez un espace distributeur et un espace client réel. Et finalement, le distributeur, vous l'alimentez avec du contenu premium ou l'agent local, vous pouvez l'alimenter vraiment avec du super contenu pour qu'il soit votre relais. Parce que finalement, le client à l'autre bout du monde, ou admettons au Vietnam, vous avez un agent au Vietnam, il crée une relation avec son local, il va parler de l'offre, il va parler du sujet qui va vous intéresser, il vous représente, et puis s'il n'en parle pas de la bonne façon, si vous ne le formez pas, si le digital ne vient pas en relais de ça, le client, il ne mordra pas, parce qu'on aura aussi cet écart d'expérience qui crée un risque. Ça ne veut pas dire que ça marche à 100%, mais qui va créer un risque. Je ne sais pas si ça répond à Corinne, mais elle me le dira tout à l'heure. Et l'autre, ou je continue? Continue, Nicolas, et la remarque de Sylvain et les questions de Sandrine, on les verra à la fin. Ça marche. Ça, s'il y a des gens qui doivent nous quitter à 18h, qui ont un timing bien précis, ça permet de voir toute la présentation. On a presque fini, de toute façon. Là. Juste à la fin. On a presque fini, il reste 3 minutes. Donc, alors voilà, pour bâtir, donc ça, c'est ce qu'on a travaillé avec un labo de recherche, nous, notamment sur cette logique-là, en sciences économiques et sociales. Donc, marketing, en sciences éco et sociales, sciences de limitation de risque aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas une science exacte, comme je sais pas, la médecine ou d'autres, ou la physique, mais on est vraiment dans une science de limitation de risque. Donc, le but, c'est de mettre des curseurs de confiance qui favorisent la prise de décision. Et tout ça doit se faire avec toutes les transformations qu'on est en train de voir. La première brique, si vous voulez mettre en place ce type d'éléments, c'est la personnalisation des parcours. Donc, la personnalisation des parcours, c'est tout de suite l'attitude customer-centric. C'est être capable de comprendre la diversité des besoins des clients pour être capable de poser des briques de personnalisation. Ensuite, ces briques de personnalisation, elles vont avoir un impact sur votre processus. Donc, on parle beaucoup d'agilité, de flexibilité, de modularité, de structures de machines modulaires, etc. Donc, vous vous retrouvez dans une organisation où les process, au lieu que ce soit une autoroute, ça va être des process qui vont être modulaires eux-mêmes. Donc, on peut greffer des petits bouts de processus et d'expérience du client pour créer de la personnalisation. Comment on intègre la culture et la voix du client en interne? Puisque beaucoup de monde dans l'entreprise, de plus en plus de monde dans l'entreprise, sont en contact avec le client, il va falloir être capable de mesurer et de comprendre ce que dit le client. Tout ça nous amène à une logique très simple qui est comment je manage cette connaissance client et comment j'arrive à l'enrichir des éléments, des 3 briques de devant. La proposition de parcours, l'évolution du process, c'est très logique. On a une première brique pour gérer la connaissance client. Ensuite, les outils digitaux pour les clients à développer et à enrichir fonctionnellement. Il faut voir ça comme un budget continu, la digitalisation de la relation client. Il faut que ça évolue. Celui qui ne fait pas évoluer son site web, pas évoluer son espace client, ça veut dire qu'il ne mesure rien de ce qui se passe et ça veut dire que son outil est juste un site vitrine comme on faisait il y a 10 ou 15 ans. Mais désormais, les outils permettent cette servicialisation. Et donc, on arrive à cette proposition de valeur, cette évolution potentiellement de business model et avec, in fine, un outil de pilotage de cette expérience client, de cette à la fois digitalisation, à la fois nouveau service, et donc qui doit en plus créer cette boucle vertueuse, parce que finalement, si on pilote l'expérience client, on est capable de moduler, d'inventer de nouveaux parcours qui vont répondre ou solutionner d'autres problèmes de nos clients. Ce qui permet, et ça c'est pareil, c'est KPMG qui nous donne ça, une bonne expérience client, c'est un client qui est en confiance, qui est confortable, on lui simplifie la vie, c'est confort, il avance dans son processus, dans son parcours, et c'est confortable. La pire expérience qu'on peut vivre, c'est le up and down. On est hyper excité ou hyper émotif à un moment et boum, on retombe parce qu'on n'a pas la réponse à temps ou parce que la promesse n'est pas tenue. Ça, c'est le pire. Et ensuite, l'exclusivité, la personnalisation. On a envie tous d'être uniques. On n'est plus à l'époque du Fordisme où finalement le bien qu'on possédait nous permettait d'avoir une fonction. Là, on est vraiment dans une volonté de se différencier. Je vous laisse découvrir les bénéfices, mais voilà, une offre personnalisée, un processus flexible, le territoire d'échange qui est posé avec le client, le transfert de compétences qui se fait, normalement, si les parcours sont bien posés. On est orienté client dans sa réflexion, on devient customer-centrique, la voix du client est intégrée et on arrive à créer un cycle vertueux à ce niveau-là. Je vous le remets en haut, mais
ce que je voulais vous montrer, c'est les différences entre quelque chose… Désolé pour l'animation. Voilà. Le processus avant nous amenait beaucoup, on va dire dans les années 2000, 2010, nous amenait vers quelque chose de très self-centrique où l'expérience était généralisée, où finalement c'était le processus interne du fournisseur qui était très souvent proposé comme unique réponse. Donc on avait une campagne, on avait un process, on avait une offre produit-service aussi flexible que vous vouliez, mais finalement tout le monde avait droit un peu à la même structure d'offre ou la même structure de communication, et on généralisait l'expérience. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une structuration par typologie de client, par typologie de marché, par niveau d'expertise, par moment à vivre, voilà. On peut mettre plein de variables dans ce qu'on va qualifier comme typologie de client, pour ensuite le mettre au centre de son parcours, et que son parcours devienne le parcours où tout est servicialisé et où il va pouvoir avoir accès à ce qu'il veut, aux besoins, aux services. Alors, vous pouvez l'inciter, vous pouvez proposer des parcours, mais finalement, le client a accès à the service. On parle beaucoup de choses as a service, SaaS, Solution as a Service. Pourquoi pas une industrie as a service comme voilà, peut-être le levier de 2030 si je dois faire ma frise dans 10 ans. J'espère qu'on sera arrivé à ce modèle-là qui est vraiment un axe de différenciation très, très important dans les échanges que j'ai moi avec les différentes filières industrielles. On voit que cet objectif, évidemment, va prendre du temps. Ce n'est pas pendant cette crise et en 2 mois que vous allez résoudre ce problème-là. Par contre, qu'il y ait une prise de conscience dans une logique internationale, dans une logique d'export, d'offrir une valeur avec des services nouveaux, comme on fait à l'export, il va falloir évidemment pouvoir y réfléchir. Je pense qu'il y a d'autres intervenants qui pourront proposer des solutions à ce niveau-là ou des interventions sur cette évolution de la logique locale avec une offre plus servicialisée, plus digitalisée. Et puis vraiment les logiques métiers qui vont forcément être impactées. Aujourd'hui, on peut faire des différences au niveau du digital entre un site web américain et un site web chinois. C'est très facile à faire. C'est très, très facile. Et en plus, on peut mesurer l'impact que ça a sur les taux de conversion ou les taux d'engagement par rapport au parcours. Et ça crée déjà de la personnalisation. On est un peu plus customer-centrique quand on commence à harmoniser les couleurs qui vont bien avec la culture du pays ou les mots-clés qui fonctionnent mieux. Il y a des études qui sont faites par des instituts sur ce qu'on appelle la culturalisation. C'est une école qui s'appelle l'ESTA à Belfort qui fait ça, avec le laboratoire Eliade de Besançon. Ils ont monté un super sujet là-dessus et on voit que les taux de conversion sont bien meilleurs quand on tient compte de la culturalisation, de la culture du pays. Et donc, ils ont appelé ça la culturalisation. Et donc, pour un marketeur, c'est fondamental d'être capable de mettre ces variables dans la proposition de territoire d'échange, dans la proposition de parcours et de personnalisation des parcours. Je vois que j'ai carrément débordé. Dorian, tu aurais dû m'arrêter. Je vous remercie pour votre attention. J'ai terminé. Je suis disponible pour répondre aux questions.